Cette affaire a commencé comme toutes les autres, par l'arrivée du client. J'ai tout de suite vu que quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à savoir quoi. C'est des doutes. Votre femme? Ah non, tout va bien avec ma efficace série. C'est juste que... Je crois que je me suis fait avoir. Il y a 30 ans, j'étais au top, et depuis, plus rien. Et j'aimerais savoir pourquoi. Sans doute. Je commence par où? Par là. Et... Je vous en prie, Lily. Soyez discret. Roger. Cassez-vous, je vous rappelle. Pardon. Nous sommes en 1947 à Hollywood. Les Toons vivent à côté des humains et sont des acteurs de dessins animés. Eddie Valiant est un détective privé. Engagé par R. Cameron, producteur de dessins animés, il doit suivre la femme de Roger Rabbit, la star du studio R. Cameron, qui est supposée infidèle. L'affaire se complique lorsque Marvin Acme, l'amant supposé de Jessica, est retrouvé mort écrasé par un coffre. Les soupçons se portent vite sur Roger Rabbit, qui débarque dans le bureau d'Eddie Valiant en clamant son innocence. Alors... Robert Zemeckis à la réal. Au scénario, Jeffrey Price et Peter S. Seaman. Ils sont responsables de Wild Wild West, le Grinch et Shrek 3. Ils ont un seul bon film au compteur donc. Alors les acteurs, on a Bob Hoskins... Ensuite, Christopher Lloyd. Et elle, c'est Joanna Cassidy. Elle me dit quelque chose. Oh. Wow. Ensuite, Richard le Parmentier. Ah ouais, Admiral Motti dans Star Wars 4, le Nouvel Espoir. Ensuite, Joel Silver. Mais c'est le producteur des... Sacré caméo. Les autres, on s'en fout. Et du côté des doubleurs, y a qui de présent? Mel Blanc. Monsieur. Sinon, Roger Rabbit est doublé par Charles Fleischer, le descendant de Max Fleischer. Quant aux autres Toons,
tous les doubleurs originaux reprennent leur rôle. Oh mon Dieu. Qui a osé produire ça? Steven Spielberg? La succursale adulte de Disney? Et c'est quoi celle-là? Ah. La boîte de prod de George W. Bush Jr.? Ça devait être pendant ses années coke, avant qu'il aille faire le président. Il a fait quoi d'autre, le W? Franchement, t'es gonflé. Tu peux au moins demander, ça fait combien de fois? 30, 40? Tu comptes encore, toi? Comment ça, je compte encore? T'as été suivi. Non. T'as été suivi. Non. T'inquiète, les ghouls vont s'en occuper. Bon. C'est ça que t'es venu chercher? Ouais. Au plaisir. Reste vivant. Une autre sortie? Fais gaffe, c'est le garde-manger d'Urbain. Non, c'est pas le garde-manger, ça. Le bouquin n'a rien à voir avec le film. Ce film est un miracle. Itsy bitsy spider calling up the river. Restez un peu sérieux. Salut mec, je t'avais pas entendu entrer. Vous m'avez vu, mon... Non. Arrêtez ça. Alors, petit malin, pourquoi tu travailles plus depuis 30 ans? Parce que t'es devenu une légende. Une légende? Oui. Comment ça? Qu'est-ce que vous entendez par là? Pour ça, je vais te raconter une histoire, mon gars. L'histoire de ton film. Celle que toi-même, tu ne connais pas. Ouvre bien grand tes oreilles et prépare-toi à l'écouter. Ton film, c'est un mélange de dessins animés et de films noirs classiques des années 40. Le classique avec le détective privé, la femme fatale, une enquête simple qui devient compliquée et qui révèle ensuite qu'il y avait tout un complot, etc., etc. Le plus célèbre des films de ce genre-là, c'est le Faucon Maltais. On aperçoit d'ailleurs la statue si convoitée dans le bureau d'Eddie. Et le dernier héritier de ce style, dit classique, c'est Chinatown de Polanski, sorti en 1974. Et comme il a eu beaucoup de succès, je pense qu'il a pas mal influencé l'esthétique de ton film aussi. Mais c'est aussi un mélange donc entre film noir et dessin animé. Il y a un parallèle intéressant avec l'époque où le film se passe. 1947. C'est le moment où les créateurs de dessins animés les plus connus, dans notre monde à nous, sont Walt Disney, Tex Avery, Warner Bros. Et Max Fleischer. Alors, Max Fleischer est moins connu du grand public, mais c'est juste le créateur de...
de la rotoscopie. La rotoscopie, c'est lorsque l'on filme des acteurs en train de bouger et que l'on dessine par-dessus pour faciliter le travail d'animation. Cela permet de garder un mouvement naturel et fluide. Oh, I beg your pardon. It's quite all right. But you did give me quite a turn. You see, I was following... Rather good, what? Doorknob turn? Please, sir. Well, one good turn deserves another. C'est cette même technique qui a permis à Disney de réutiliser à l'identique des mouvements dans différents dessins animés. Le film ne cesse d'appeler les codes qu'ils ont créés, imposés et dont on se sert encore aujourd'hui pour créer des dessins animés, tout comme il cite les personnages et des éléments de décor. Mais le talent de ces 4 grands créateurs se retrouve dans le personnage de Roger Rabbit, chez toi gamin. Et qui a un corps donc de chez Disney, une tête de chez Warner Bros, une attitude à la Tex Avery et la rotoscopie de Fleischer. Et ce personnage est la parfaite représentation de l'équilibre que ce film atteint en termes de production. Pose-toi la question, qui détient les droits de la plupart de ces personnages ? Walt Disney et Warner Bros, 2 des plus grosses compagnies de production de dessins animés de l'histoire et dont la rivalité légendaire les ont poussés à s'affronter jusque dans leurs titres de dessins animés. Et à 2 messieurs, nommés Robert Zemeckis et Steven Spielberg, ils ont réussi à faire travailler ces 2 compagnies sur un même film en utilisant leurs créations respectives de manière égale. Et, encore plus fort, tous les Toons du film sont doublés aussi bien en français qu'en anglais par leurs doubleurs originaux ou, en cas de décès, par leurs nouvelles voix officielles. En anglais, on a Mae Castle qui reprend son rôle de Betty Boop à plus de 80 ans. What are you doing here? Work's been kind of slow since cartoons went to color. But I still got it, Eddie. Boop, boop-be-doo. Yeah, you still got it. On a Charles Fleischer, c'est le fils de Max Fleischer, qui fait la voix de Roger Rabbit. Please, don't worry. Whatever you say. Yes, ma'am. Aye, aye, sir. Okie dokie. Et surtout, on a Mel Blanc. Le Marlon Brando du doublage américain. C'est la voix anglaise de tous les Looney Tunes. Je dis bien tous. De Barney, le meilleur ami de Fred Pierre à Feu dans la série Les Pierres à Feu. De Monsieur Jetson dans la série Les Jetsons, de Woody Woodpecker, de Secret Squirrel, de Capitaine Caverne, de Walligator chez Hanna-Barbera et de dizaines d'autres. Beaucoup d'anciennes légendes du doublage français sont aussi de la partie. Luc Hamet, qui fait Roger Rabbit. Il retourne au laboratoire d'expérimentation. Je vous en prie, ne vous inquiétez pas, je ferai ce que vous avez dit, comme vous l'avez dit, à votre ordre. D'accord, chef? C'est Marty McFly dans Retour vers le futur, un autre film connu de Zemeckis. Richard Darbois en Bébé Herman, c'est Buzz l'éclair et Indiana Jones dans Indiana Jones 3. Philippe Pétieux qui fait le chef des fouines, la fouine qui fume et la fouine en camisole, et c'est aussi la voix officielle de Homer Simpson. Et Claude Joseph, il fait Sam le pirate et Benny le taxi, c'est aussi la voix que vous connaissez le plus de... Tout le monde se replie. Groupe vert, occupez toujours le secteur MV7. Général, vaisseau ennemi dans le secteur 47. C'est un piège. Le film est sorti en 1988. Utiliser des ordinateurs pour faire des effets spéciaux relevait alors de l'exception. Alors, tous les films du Toon ont été incrustés à la main dans les prises pellicules. Ouais, à la main, sur de la pellicule. Le film fait 1h33. Il y a 50 minutes de film qui contient des Toons, et chaque seconde de film est composée de 24 images. Il a donc fallu redessiner par-dessus 72 000 images pour l'animation des Toons. Et ça, c'est sans compter sur le compositing et le rajout des effets lumière par ILM, la boîte d'effets spéciaux de George Lucas, qui donnait ensuite à des dessins de Toons en 2 dimensions l'impression de vivre avec les humains dans leur univers en 3 dimensions. C'est pas le premier film à mélanger prise de vue réelle et animation, mais c'est le seul où Toons et humains interagissent au point de pouvoir se toucher physiquement.
Et c'est là qu'une question me vient. Est-ce que c'est pas là les débuts de la performance capture? Les débuts de l'art de jouer avec l'imaginaire pur que l'on ne peut rajouter seulement qu'après le tournage? Robert Zemeckis, quant à lui, a toujours traîné une réputation de grands artisans des effets spéciaux, notamment pour ses Retours vers le futur. Alors, quand on voit que ces films, le Polar Express et Beowulf, sont intégralement faits en performance capture, personnellement, le doute me paraît plus permis. Il est, pour moi, au même titre que Peter Jackson et son Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, un des pionniers de la performance capture dont les bases sont posées ici même, dans ce film, en 1988. Et aujourd'hui, c'est devenu très facile, et c'est même très courant dans les blockbusters et autres films de super-héros, parce qu'aujourd'hui, on a les écrans verts et les écrans bleus. Et à cause de toute cette nouveauté technologique pour l'époque, c'est un des premiers films à avoir une période de post-production qui est aussi longue. 14 mois. Star Wars 4, Un Nouvel Espoir, qui était sorti 11 ans plus tôt, n'en avait demandé que 6. Avant la sortie de ce film, Disney était en perte de vitesse. Son dernier grand succès était Mary Poppins, qui était sorti en 1967, et tentait toutes les expérimentations possibles et imaginables à travers des succursales plus adultes, comme notamment Touchstone Pictures. Ça a donné, entre autres, le film Tron, sorti en 1982, film révolutionnaire sur les effets spéciaux lui aussi. Avant la sortie de ce film, Warner Bros n'avait pas fait de nouveaux cartoons depuis les Looney Tunes dans les années 30 et se contentait de les exploiter par des rediffusions des ressorties. En 1989, Disney sort La Petite Sirène, qui lance ce qu'on appelle depuis le nouvel âge d'or de Disney. Et on a donc des longs métrages comme Aladdin, La Belle et la Bête, Le Roi Lion, Tarzan, puis des séries télé comme Max et compagnie, Tailspin, La Bande à Picsou, Darkwing Duck, qui étaient toutes diffusées sur Disney Channel. On a Warner Bros qui sort les séries Batman The Animated Series par Paul Dini et Bruce Timm, Tasmania, on a ensuite Tiny Toons, Les Animaniacs, Freakazoid, qui d'ailleurs étaient toutes les trois produites par Amblin Entertainment, aussi productrice de Roger Rabbit. Le film a ainsi fait revenir à la vie toutes les légendes de l'animation, animateurs, personnages et voix, pour un dernier tour de piste et a pavé la voie à toute l'animation moderne en faisant se réunir ou en formant tous les nouveaux talents. Tu ne bosses plus depuis 30 ans, mais tu es dans tous les films. Et c'est pour ça que tu es une légende, Roger. Je sais, ça fait beaucoup dit comme ça. Mais si tu veux mes sources, tout est dans la description. En bas. Vous avez bien mérité votre paye. Merci le lapin. Au revoir, monsieur Mann. Et merci. Monsieur Mann. Il est où ce briquet? Ah. C'est pourquoi? Le voleur et le cordonnier. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait, ces deux-là? Non mais... Le voleur et le cordonnier, Richard Williams. C'est le nom de qui? Le voleur ou le cordonnier? Le film Le voleur et le cordonnier de Richard Williams. Attendez. Dites le titre du film en anglais pour voir. The Thief and the Cobbler. Vous voyez? Oui, je vois parfaitement bien maintenant. Vous prenez l'affaire, hein? Évidemment que je la prends, gamin. Je te rappelle dès que j'ai des nouvelles. Et attendez.